Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous voyons pour une vidéo mes livres préférés. Et aujourd'hui, on parle de La Bête du Gévaudan ou L'innocence des loups de Michel Louis. Alors, ce livre est fait en deux parties. Il y a une toute première partie où c'est consacré à la bête et aussi à son parcours meurtrier pendant les 3 ans où elle a sévi, et aussi une deuxième partie où ça s'appelle Le mystère de la bête, et l'auteur va démontrer que tel ou tel événement n'a pas pu être possible, que ce soit lors des autopsies, contester certains témoignages. Il y a aussi une petite partie où on consacre, l'auteur consacre une petite partie sur la vie et les mœurs des loups, ou encore à la fin l'identité de celle-ci, chose que je ferai moi aussi. Vous saurez que à la fin quelle était l'identité de la bête. Bref, on peut commencer. Allez, de 1764 à 1767, durant le règne de Louis XV, une bête mystérieuse sème la terreur dans le Gévaudan actuel, donc actuel Lozère, pardon, et dans le sud de l'Auvergne. La bête attaque et tue femmes, enfants en majorité. Elle s'attaque aussi de temps en temps à des hommes adultes, mais c'est plutôt rare. Avec le temps, quand va commencer à se propager cette fameuse rumeur qu'une bête féroce rôde et tue des gens, les paysans vont aussi se protéger comme ils le peuvent et avec les armes qu'ils peuvent, puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir des armes à feu. Donc, alors vous savez que dans les montagnes, les paysans, surtout les jeunes enfants et les femmes, étaient cantonnés à aller garder les troupeaux de bétail, donc, ou de moutons, de vaches et tout ça, et ils les emmenaient au pâturage et ils étaient pendant un long moment sur ce lieu-là. Et donc en fait, ils ont pris l'habitude, les paysans, avec toute cette rumeur, de s'armer de baïonnettes et de piques pour pouvoir se défendre en cas d'attaque. Donc, avec le temps, la bête devient de plus en plus audacieuse. Elle va plus cantonner au pâturage, elle va parfois aller jusque dans les villages, et même parfois, une fois ou deux, elle va aller carrément sur le pas de la porte de sa victime. Les corps sont souvent retrouvés dévorés ou alors en partie. Des fois, les corps sont décapités net. Des fois on retrouve la tête, des fois pas. Les corps sont parfois retrouvés nus. Parfois les victimes, je crois que ça est arrivé une fois où ils ont retrouvé une victime avec ses vêtements pliés près d'elle. Ok. Et parfois, il y a une fois aussi où ils ont retrouvé une victime. Alors elle, quand ils l'ont découvert, au départ quand ils l'ont vue, elle était allongée et couverte. Et en fait, elle était si bien positionnée qu'en fait, quand les secours sont arrivés, ils pensaient que la victime était endormie. Bah, pas du tout. Elle n'était plus de ce monde, mais elle était couverte comme si. Alors, je ne sais pas vous, mais c'est quel genre de bête ça? Attendez, récapitulons. Corps décapité, corps retrouvé nu. Sur une victime, on retrouve ses vêtements près d'elle, une autre est recouverte comme si elle dormait. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me dis, alors, sachez que ma théorie, ce que je vais vous dire là, eh ben, elle n'est pas si bête, parce que l'auteur lui-même a émis l'hypothèse, et j'ai vu quelques documentaires sur YouTube où ils émettent la même hypothèse. Donc, je vous dis ce que j'ai pensé quand j'ai lu ça, quand je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce genre de bête? Eh bien, tout simplement, j'ai pensé que un tueur a sévi au même moment que la bête, et du coup, pour profiter, profiter du fait que tout était attribué à la bête, et ben en fait, lui, ça lui permettait de commettre ces quelques crimes tranquillou, bilou.
Donc voilà, ma théorie n'est pas aussi bête que ça. Bref, la rumeur enfle et enfin, il y a quand même les morts quand même commencent à se cumuler et donc en fait ça remonte jusqu'au syndic de la région du Gévaudan. Donc les syndics, c'est les personnes à l'époque très haut placées dans la région. Et la rumeur dit que les gens sont attaqués ou tués par une malbête mystérieuse et terrifiante. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font les autres autorités? Ils se disent, proposons une prime. Je ne sais plus, je crois qu'elle est 2000 livres, mais je ne suis pas sûre de moi. Enfin, une prime est proposée pour qu'on débarrasse le Gévaudan de cette fameuse tueuse. Donc, le capitaine Duhamel est de la partie, il est nommé donc pour, comment dire, chapeauter un peu toute l'équipée. Il sera aidé par son équipe de dragons. Donc non, ce n'est pas des petites bêtes qui crachent du feu, mais c'est des soldats de la cavalerie. Il organise d'énormes battues et de traques avec l'aide des paysans. Et puis, ils vont même jusqu'à, sur certaines scènes de crime, on va dire, des fois les corps étaient découverts, donc pour faire revenir la bête sur le lieu de son méfait, des fois ils allaient jusqu'à laisser le cadavre là toute la nuit, en espérant que la bête revienne, ou alors des fois ils empoisonnaient les corps, histoire que si la bête revenait vers le cadavre, elle recontinue à manger ce qui restait du corps, et qu'elle soit empoisonnée, et comme ça elle serait morte, quoi. Malheureusement, après autant d'énergie, autant de déploiement de moyens, la bête tient toujours en échec toutes ses équipées. Et peinée par l'intensification des ravages que la bête commet, oui, parce que ça revient jusqu'aux oreilles de Louis XV, parce que la rumeur va vite, Louis XV se fait tenir très régulièrement au courant par ses intendants du déroulement de l'affaire, et irrité aussi par l'insuccès des chasses, parce que ça coûte de l'argent tout ça bien sûr, le roi ajoute une prime de 6000 livres, donc en plus des 2000 € précédemment, de récompense, donc à celui qui tuera la bête. Le capitaine Duhamel et ses dragons n'obtiennent aucun résultat et les militaires sont ils ont de plus en plus de mauvaise réputation. Non seulement c'est les paysans qui doivent les héberger, donc on va dire aussi les supporter, mais en plus ils font, alors ils partent vraiment en vrille, ils font ripaille, ils vont s'enivrer dans les auberges, ils désertent les battues, bref, leur mauvais comportement, la rumeur de leur mauvais comportement, en plus de l'affaire de la bête, commence vraiment à agacer très fort le roi. Et donc, du coup, il retire l'affaire du Gévaudan au capitaine Duhamel et à ses dragons, et il leur donne de quitter les lieux. Place à un nouveau personnage, et il s'agit cette fois de Martin d'Enval, qui n'est pas inconnu pour le roi, puisqu'il est le grand louvetier du royaume. Alors, père et fils d'Enval se rendent alors en Gévaudan, et comme son prédécesseur organisent traques et autres battues, malheureusement pour eux, après quelques temps, je me rappelle plus, ça a pris un petit peu de temps, mais je me rappelle plus exactement combien de temps, parce que le temps tourne, aucun résultat. Et en plus de ça, il est vrai aussi que la bête se déplace très facilement et très rapidement du nord au sud, selon où elle est vue. Donc parfois du point A au point B où elle est vue sur la même journée, il y a 30 km de distance. Alors, d'après les nombreux témoignages de rescapés ayant échappé à la bête, ou parfois, vous savez que des fois, il n'y avait pas que le bétail qui sauvait la vie des paysans, mais aussi des fois des gens qui passaient, des fois c'était la famille, donc il y a eu des témoins oculaires, et, ou alors des gens qui sont venus à la rescousse de la victime. Donc tout ce petit monde a vu la bête et la décrivent comme ceci.
Alors, la description que je vous fais là, c'est la plus commune, la plus ressemblante et celle qui est la plus probable, parce que des fois, il y avait des témoignages, ça n'avait ni queue ni tête, ça ne ressemblait à rien, et le croisement des animaux, c'était vraiment improbable. Donc, tous les témoins, enfin tous, les 3/4 des témoins témoignent que la bête est haute comme un veau d'1 an. Alors, je ne sais pas combien mesure un veau d'1 an. Je suppose que c'est assez haut. L'avant est extrêmement fort, donc l'avant de son corps, et elle est plus mince à l'arrière. Elle a une tête très grosse et plate, la gueule noire, et elle a de très belles dents. Son cou est gris-blanc et son pelage est rouge, donc vous comprenez qu'elle est rousse. Elle porte une raie noire tout au long de son corps, enfin de son dos. Donc voilà le portrait de la bête. Alors notez quand même que à chaque témoignage, l'animal qui est décrit par les gens, par les victimes qui s'en sont sortis, ou par les témoins oculaires, enfin les gens qui ont eu affaire à elle, la décrivent jamais comme un loup. Alors que c'est absolument ça que la haute sphère veut et traque, veut tuer. Les gens, les témoins, jamais, jamais, jamais ne la qualifient de loup, mais de bête. Alors tout simplement pourquoi? Ben, tout simplement parce que le loup est familier des paysans du Gévaudan. Ils la connaissent, ils vivent avec. Ils voient, ils savent faire la différence entre un animal inconnu et le loup, puisqu'ils les côtoient tout le temps. Donc, si jamais ça avait été, la bête du Gévaudan aurait été un loup, il l'aurait dit, il l'aurait décrit, il l'aurait reconnu. Donc, voilà pour la théorie. Ensuite, pour revenir à notre Denval, bon, lui, il se démène, mais lui aussi n'obtient aucun résultat. Les méthodes de celui-ci ne conviennent pas non plus au comte de Morangiès, donc c'est une autorité en Gévaudan. Et ce fameux Morangiès va se plaindre à plusieurs reprises au roi Louis XV. Le monarque envoie donc son porte-arquebuse Antoine de Beauterne, dit Monsieur Antoine, afin de le remplacer. En août 1765, une grande battue est organisée, une encore et une énième, et c'est là qu'apparaît Jean Chastel. Donc Jean Chastel, pour vous dire, il a vraiment très mauvaise réputation, il n'est pas aimé, c'est un homme bourru, mais par contre qui a eu une éducation puisqu'il sait écrire et il sait lire. Il a mauvaise réputation, tout simplement, il est appelé, son surnom est le fils de la sorcière ou le sorcier. Donc déjà, vous voyez, alors c'est un homme bourru, il vit en marge de la société au fin fond de son bois, là-bas, je ne sais plus le nom de son bois, comme par hasard, là où la bête sévit, à un moment, puisqu'elle se déplace beaucoup, mais à un moment, elle va rester dans un certain périmètre, et comme par hasard, c'est celui où Jean Chastel vit. Et donc, voilà pour lui. Donc, ce fameux Jean Chastel avait déjà participé à de précédentes battues et il va aussi participer aux battues que Monsieur Antoine va organiser et qui suivront. Donc, comme je vous l'ai dit avant, il n'y a rien à faire, les témoignages vont contre, mais ils ont décidé que c'était un loup qu'il fallait abattre. Donc, c'est dans ce sens qu'ils vont, et c'est dans ce sens qu'ils vont massacrer plusieurs loups. Et ils vont un jour, enfin, Antoine de Beauterne va un jour tomber sur un énorme loup. Je vous mettrai les photos. Un énorme loup, et en fait, ça y est, ils vont se dire que la bête a été tuée, puisque la taille est quand même hors norme. Alors, du coup, Monsieur Antoine va faire empailler le loup et part à Paris avec son trophée afin que le Louis XV puisse le voir et toute la cour également.
Et le roi est satisfait quand il la voit, il est satisfait et récompense Monsieur Antoine comme il l'avait promis. Dès lors, Monsieur Antoine, il va mener sa meilleure vie, comme on dit aujourd'hui, et lui seront accordés tous les honneurs qui lui sont dus. Et donc lui, voilà, c'est parti, il sort de l'histoire, pour lui, tout va bien. Alors, quand même, dans de nombreux témoignages que les paysans ont fait de la bête, il est quand même important de signaler que l'animal qui les attaquait résistait aux balles de fusil. Alors, parfois, elle était touchée, hop, elle vacillait un petit peu, elle partait. Parfois, le choc avec la balle, hop, là, elle tombait, mais elle se relevait et elle déguerpissait plutôt rapidement. Alors, donc, l'auteur se dit, attends, pour que l'animal ne soit pas touché par une balle, donc une arme à feu, et qu'elle s'en sorte comme ça, est-ce que la bête n'aurait pas une cuirasse harnachée autour du corps, ce qui lui permettrait de réchapper aux balles. Rappelons que les chiens de guerre, les chiens qui sont éduqués et dressés pour tuer ou attaquer, avaient à l'époque des cuirasses, donc c'est plusieurs peaux, hein, c'était pas de la ferraille comme les armures, mais c'était plusieurs peaux et en fait c'était attaché tout au long du corps de l'animal et en fait ça le protégeait aussi des morsures, des balles et tout ça. Donc voilà, pourquoi pas puisque ça a existé. Et donc par ce fait, est-ce que la bête n'aurait-elle pas été élevée par un homme? Ne serait-elle pas de connivence avec un homme? N'est-ce pas, Monsieur Chastel? Donc, on en reviendra. Alors, après 2 à 3 mois d'accalmie, certains paysans, pas tous, le doute subsiste, commencent à penser que le gros loup que Monsieur Antoine a abattu serait bien la bête. D'autant plus que pendant une longue période, de longues semaines, il n'y aura plus aucune victime. Donc ça conforte certaines personnes qui se disent « bon c'est bon, la bête est morte ». Mais il y a toujours un doute et il y a toujours une partie qui pense que la bête est toujours là et qu'elle rôde et qu'elle se fait rare, j'allais dire, mais pour mieux revenir. Et effectivement, ça ne loupe pas, c'est cette deuxième partie qui aura raison puisque le carnage va recommencer. Donc, ça commence, enfin, il y a des victimes qui passent à l'as, on ne les met pas dans le décompte, dans le tableau de chasse de la bête, et il y en a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et donc, du coup, en 1967, une nouvelle battue est organisée par Jean Chastel, enfin pas par lui, mais en tout cas il y participe, et celle-ci va être fructueuse, puisque Chastel tombe nez à nez avec elle et il la bat et bizarrement, effectivement, elle ne ressemble pas à un loup. Il faut quand même dire, alors, pourquoi Jean Chastel, enfin, on l'associe avec la bête, déjà pour son mode de vie, comme je vous l'ai dit. Il est le fils d'une sorcière, comme la rumeur le prétend. Ce qu'il y a, c'est que Jean Chastel a eu beaucoup d'affection pour une petite fille, malgré son air bourru et son mauvais caractère. Il s'est pris d'affection pour une petite fille de 12 ans, qu'il considérait presque comme sa fille. Et voilà, il y faisait très attention, il l'accompagnait et tout ça. Et dans le palmarès des victimes de la bête figure cette fameuse petite Marie que Jean Chastel protégeait tant. Et en fait, je crois qu'il ne s'en remettra jamais, 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 jamais. Et c'est pour ça qu'en fait, quand Jean Chastel va tuer cette fameuse bête, quand elle apparaît devant lui, la bête, elle va pas, enfin, elle voit plusieurs hommes. La bête, elle va même pas essayer de partir, alors que si c'était un loup, la première chose qu'il aurait fait, c'est de se barrer. Et donc là, en fait, elle va tout simplement et calmement aller vers lui, alors à quelques mètres de distance, bien entendu. Et si ma mémoire est bonne, elle s'assoit
en face de lui, bon, ils ont quelques mètres hein, entre eux, mais voilà, quelle bête sauvage fait ça? Non, il y a plein de personnes. La bête, elle reste pas. Là, elle fait comme si elle voyait son maître, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et là, il va armer son fusil, et c'est là qu'il abat la bête, et que la bête est morte. Alors, beaucoup de victimes rescapées des attaques ou aussi des témoins oculaires vont identifier la bête, enfin le corps qui est... je ne sais plus s'il l'autopsie tout de suite, mais en tout cas, il est mis en vue pour que tout le monde puisse voir l'animal et aussi témoigner. Et donc, les témoignages vont dans le sens où, effectivement, c'est bien la bête, c'est bien cette bête-là qui les a attaqués ou qu'ils ont aperçus. Donc, voilà, pour Jean Chastel, voilà, le lien, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il est le maître de la bête? Est-ce qu'il a un rapport avec la bête? Enfin, il y a beaucoup de zones d'ombre. Bref, et ben, même chose, il va faire, comment dire, après plusieurs mois, alors je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué, il s'est passé un temps fou entre le moment où il tue la bête et le moment où elle arrive à Versailles. Il va mettre des mois et des mois à remonter jusqu'à Versailles. Je crois que c'est son fils qui... le fils de Jean Chastel qui va jusqu'à Clermont-Ferrand et c'est là qu'ils font empailler la bête. Après, il va se passer du temps à Clermont-Ferrand, ils vont faire des haltes sur différentes villes. Et puis alors, quand elle arrive sur Versailles, c'est juste, enfin pour la faire voir à Louis XV, c'est juste insupportable, l'odeur est pestilentielle, c'est insupportable. Elle ressemble plus à rien, elle commence à se décomposer, ça ressemble plus à rien. Donc du coup, voilà, il a fait des guerres. Enfin, allez, il renvoie tout le monde à ses affaires. Allez, hop, vous sortez de là. Et donc du coup, Jean Chastel n'aura jamais les honneurs. Voilà, ça s'arrête comme ça pour lui. Il retourne en Gévaudan avec aucune gloire, une prime tellement minuscule par rapport à celle de son prédécesseur. Voilà, il retourne en Gévaudan sans gloire et sans honneur, et toujours avec sa mauvaise réputation, puisque quand c'est là, ça reste. Donc, voilà. Alors, plusieurs hypothèses disent que, hypothèses de différents auteurs, de différents témoignages. Alors, les théories disent que l'animal serait un loup ou même plusieurs, donc ce serait une meute. Il a même été aussi dit qu'il s'agissait d'une hyène. J'y ai même pensé moi-même, vu la description de l'animal, je me suis dit peut-être c'est une hyène. Donc du coup, moi j'avais cru à cette théorie, pourquoi pas, parce qu'il paraît qu'une hyène a une mâchoire beaucoup plus puissante que celle d'un loup. Donc pourquoi pas. Il y a aussi alors des témoignages un peu plus loufoques où ce serait un homme qui se recouvrirait de peau, des peaux de loup, et accoutré comme ça, il ferait plusieurs victimes et il commettrait tous ces méfaits. Et par contre, pour l'auteur, il est impossible que ce soit un loup qui soit l'auteur d'autant de tel carnage. Tout simplement parce que les loups sont des animaux craintifs et qu'ils n'attaquent jamais les hommes. Déjà, ça. Bref, l'auteur en déduit tout simplement que la bête était un hybride, donc pas une hyène, donc moi j'ai perdu. Un hybride, c'est-à-dire le croisement entre deux espèces. Alors, soit le produit, alors la bête serait le produit d'un croisement entre un loup et un chien, et avec pour ce cas-ci la dominante du caractère du chien. Alors sachez quand même, je l'ai appris aussi au fil de mes lectures, les animaux pour se reproduire ne peuvent le faire que dans leur famille. C'est-à-dire qu'une hyène et un canidé ne peuvent pas se croiser. Un ours et une hyène ne peuvent pas se croiser. Donc, comme le loup et les chiens sont de la même famille, c'est des canidés, du coup, le mariage, on va dire, peut être possible. Et donc,
c'est le cas de notre bête du Gévaudan. Elle était tout simplement le fruit d'un mariage, on va dire, entre une chienne et un loup. Donc pourquoi la dominante du chien? Parce que tout simplement, comme le loup, comme je vous l'ai dit plus tôt, est un animal très craintif et qu'il ne s'attaque pas aux hommes, donc il est difficilement dressable. Je ne sais pas si on peut dire dressable. En tout cas, c'est plus le cas sur un chien. Les chiens sont dressés, on peut les dresser à attaquer, à être des chiens de combat. On peut les éduquer aussi dans ce sens. Donc voilà pourquoi elle serait la bête du Gévaudan à attaquer des hommes au calme, sans effort. Donc voilà. On va faire quand même, avant de partir, le bilan complet du parcours sanglant de la bête pendant les 3 ans où elle a sévi. Elle a quand même fait 250 attaques, c'est quand même pas rien, plus de 130 morts et aussi 70 blessés. Quand même, joli palmarès. Voilà. En plus de la référence du livre que j'ai ici, qui est très intéressant et qui était super à lire, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé aussi des vidéos sur YouTube et je suis tombée sur un reportage YouTube, en fait un doc France 3, sur la chaîne, c'est un doc France 3, donc qui s'appelle La bête du Gévaudan, autopsie d'un mythe, de David Tessandier. Je vous mets aussi la chaîne sur laquelle j'ai trouvé ici en barre d'infos. Donc c'est un doc France 3 et la chaîne YouTube que j'ai regardée, ça s'appelle Paranormal Studies. Je vous le mets en barre d'infos aussi. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce documentaire. C'est aussi le complément de mon livre. Et ça a conforté aussi, puisqu'ils sont assez proches dans les théories. Voilà. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est un semi-doc avec un semi-film. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et regardez-le aussi, puisque que ce soit en livre ou en doc, il y a beaucoup de choses que je ne mets pas ici en valeur. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter soit une bonne journée, soit une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.